La politique d'Aristote, livre 8e, chapitre 7, suite. Une administration honnête, quand on peut l'établir, est même le seul moyen de faire coexister dans l'État la démocratie et l'aristocratie, c'est-à-dire d'accorder aux citoyens distingués et à la foule leurs prétentions respectives. En effet, le principe populaire, c'est la faculté pour tous d'arriver aux emplois. Le principe aristocratique, c'est de ne les confier qu'aux citoyens éminents. Cette combinaison sera réalisée si les emplois ne peuvent être lucratifs. Les pauvres, alors, qui n'auraient rien à gagner, ne voudront pas du pouvoir et penseront de préférence à leurs intérêts personnels. Les riches pourront accepter le pouvoir parce qu'ils n'ont pas besoin que la richesse publique vienne ajouter à la leur. De cette façon encore, les pauvres s'enrichiront en vaquant à leurs propres affaires, et les hautes classes ne seront point forcées d'obéir à des hommes sans consistance. Pour éviter du reste la dilapidation des revenus publics, qu'on fasse rendre les comptes en présence de tous les citoyens assemblés, et que des copies en soient affichées dans les phratries, les cantons et les tribus, et pour que les magistrats soient intègres, que la loi ait soin de payer en honneur ceux qui se distinguent par leur bonne administration. Dans les démocraties, il faut empêcher non seulement qu'on en vienne à partager les biens des riches, mais même qu'on partage l'usufruit, ce qui, dans quelques États, a lieu par des moyens détournés. Il vaut mieux aussi ne pas accorder aux riches, même quand ils le demandent, le droit de subvenir aux dépenses publiques considérables, mais sans utilité réelle, telles que les représentations théâtrales, les fêtes aux flambeaux et autres dépenses du même genre. Dans les oligarchies, au contraire, la sollicitude du gouvernement doit être fort vive pour les pauvres. Et parmi les emplois, il faut qu'on leur accorde ceux qui sont rétribués. Il faut punir tout outrage des riches à leur égard, beaucoup plus sévèrement que les outrages des riches entre eux. Le système oligarchique a grand intérêt aussi à ce que les héritages s'acquièrent seulement par droit de naissance et non à titre de donation, et qu'on ne puisse jamais en cumuler plusieurs. Par ce moyen, en effet, les fortunes tendent à se niveler, et les pauvres arrivent en plus grand nombre à l'aisance. Une institution également avantageuse à l'oligarchie et à la démocratie, c'est d'assurer l'égalité ou même la prééminence pour tous les emplois qui ne sont pas de première importance dans l'État, aux citoyens qui ont une moindre part de pouvoir politique, dans la démocratie aux riches, dans l'oligarchie aux pauvres. Quant à ces hautes fonctions, elles doivent être toutes, ou du moins la plupart, exclusivement remises aux mains des citoyens qui jouissent des droits politiques. L'exercice des fonctions suprêmes demande dans ceux qui les obtiennent 3 qualités. D'abord, un attachement sincère à la Constitution, une grande capacité pour les affaires, et en troisième lieu, une vertu et une justice analogues dans chaque espèce de gouvernement au principe spécial sur lequel il se fonde. Car le droit variant selon les constitutions diverses, il faut nécessairement aussi que la justice se modifie pour chacune d'elles. Mais ici se présente une question. Comment se décider et choisir quand toutes les qualités requises ne se trouvent pas réunies dans le même individu ? Par exemple, si tel citoyen doué d'un grand talent militaire est improbe et peu dévoué à la Constitution, et si tel autre fort honnête et partisan sincère de la Constitution et sans capacité militaire, lequel des deux choisira-t-on ? Il faut, semble-t-il, s'attacher ici à bien connaître 2 choses. Quelle est la qualité vulgaire et quelle est la qualité rare ? Ainsi, pour le grade de général, il faut regarder à l'expérience plutôt qu'à la probité, car la probité se rencontre beaucoup plus aisément que le talent militaire. Pour la garde du trésor public, il convient de prendre un tout autre parti.
Les fonctions de trésorier exigent beaucoup plus de probité que n'en ont la plupart des hommes, tandis que la dose d'intelligence nécessaire pour les remplir est fort commune. Mais peut-on dire encore si un citoyen est à la fois rempli de capacité et d'attachement à la Constitution, à quoi bon lui demander en outre de la vertu ? Les deux qualités qu'il possède ne lui suffiront-elles pas, donc, pour bien faire ? Non, sans doute, car ces deux qualités éminentes peuvent s'unir à des passions sans frein. Les hommes, dans leur propre intérêt, qu'ils connaissent et qu'ils aiment, ne se servent pas toujours fort bien eux-mêmes. Qui répond qu'ils n'en feront pas autant quelquefois quand il s'agira de l'intérêt public ? En général, tout ce qui dans la loi concourt d'après nos théories au principe même de la Constitution est essentiel à la conservation de l'État. Mais l'objet le plus important, c'est, ainsi que nous l'avons souvent répété, de rendre la partie des citoyens qui veut le maintien du gouvernement plus forte que celle qui en veut la chute. Il faut par-dessus tout se bien garder de négliger ce que négligent aujourd'hui tous les gouvernements corrompus, la modération et la mesure en toutes choses. Bien des institutions en apparence démocratiques sont précisément celles qui ruinent la démocratie. Bien des institutions qui paraissent oligarchiques détruisent l'oligarchie. Quand on croit avoir trouvé le principe unique de vertu politique, on le pousse aveuglément à l'excès. Mais l'erreur est grossière. Ainsi, dans le visage humain, le nez, tout en s'écartant de la ligne droite qui est la plus belle, pour se rapprocher de l'Aquilin et du Camus, peut cependant rester encore assez beau et assez agréable. Mais si l'on poussait cette déviation à l'excès, on ôterait d'abord à cette partie la juste mesure qu'elle doit avoir, et elle perdrait enfin toute apparence de nez par ses propres dimensions qui seraient monstrueuses et par les dimensions beaucoup trop petites des parties voisines. Cette observation, qui pourrait s'appliquer également à toute autre partie du visage, s'applique absolument aussi à toutes les espèces de gouvernement. La démocratie et l'oligarchie, tout en s'éloignant de la constitution parfaite, peuvent être assez bien constituées pour se maintenir. Mais si on exagère le principe de l'une ou de l'autre, on en fera d'abord des gouvernements plus mauvais, et on finira par les réduire à n'être plus même des gouvernements. Il faut donc que le législateur et l'homme d'État sachent bien distinguer, parmi les mesures démocratiques ou oligarchiques, celles qui conservent et celles qui ruinent la démocratie ou l'oligarchie. Aucun de ces deux gouvernements ne saurait être et subsister sans renfermer dans son sein des riches et des pauvres. Mais, quand l'égalité vient à s'établir dans les fortunes, la Constitution est nécessairement changée. Et en voulant détruire des lois faites en vue de certaines supériorités politiques, on détruit avec elles la Constitution même. Les démocraties et les oligarchies commettent ici une faute également grave. Dans les démocraties où la foule peut faire souverainement les lois, les démagogues, par leurs attaques continuelles contre les riches, divisent toujours la cité en deux camps, tandis qu'ils devraient, dans leur harangue, ne paraître préoccupés que de l'intérêt des riches. De même que dans les oligarchies, le gouvernement ne devrait sembler avoir en vue que l'intérêt du peuple. Les oligarques devraient surtout renoncer à prêter des serments comme ceux qu'ils prêtent aujourd'hui, car voici les serments que de nos jours ils font dans quelques États, citation, « Je serai l'ennemi constant du peuple, je lui ferai tout le mal que je pourrais lui faire. » Il faudrait concevoir la chose d'une façon tout opposée, et en prenant un masque tout différent, dire hautement dans les serments de ce genre, « Je ne nuirai jamais au peuple. » Le point le plus important de tous ceux dont nous avons parlé pour la stabilité des États, bien que de nos jours il soit partout négligé, c'est de conformer l'éducation aux principes mêmes de la Constitution. Les lois les plus utiles, les plus sanctionnées par l'approbation unanime de tous les citoyens, deviennent complètement illusoires si les mœurs et l'éducation ne répondent pas aux principes politiques, démocratiques dans la démocratie, oligarchiques dans l'oligarchie. Car il faut bien le savoir, si un seul citoyen est sans discipline,
l'État lui-même participe de ce désordre. Une éducation conforme à la Constitution n'est pas celle qui apprend à faire tout ce qui plaît, soit aux membres de l'oligarchie, soit aux partisans de la démocratie. C'est celle qui enseigne à pouvoir vivre sous un gouvernement oligarchique ou sous un gouvernement démocratique. Dans les oligarchies actuelles, les fils des hommes au pouvoir vivent dans la mollesse, tandis que les enfants des pauvres, s'endurcissant au travail et à la fatigue, acquièrent le désir et la force de faire une révolution. Dans les démocraties, surtout dans celles qui paraissent constituées le plus démocratiquement, l'intérêt de l'État est tout aussi mal compris, parce qu'on s'y fait une idée très fausse de la liberté. Selon l'opinion commune, les deux caractères distinctifs de la démocratie sont la souveraineté du plus grand nombre et la liberté. L'égalité est le droit commun. Et cette égalité, c'est précisément que la volonté de la majorité soit souveraine. Dès lors, liberté et égalité se confondent dans la faculté laissée à chacun de faire tout ce qu'il veut. Tout à sa guise, comme le dit Euripide. C'est là un bien dangereux système, car il ne faut pas que l'obéissance constante à la Constitution puisse paraître aux citoyens un esclavage. Au contraire, ils doivent y trouver sauvegarde et bonheur. Nous avons donc énuméré d'une manière à peu près complète les causes de révolution et de ruine, de salut et de stabilité pour les gouvernements républicains.